En l'année 26 de notre ère, un petit bateau traversait la baie de Naples en direction de Capri. À bord se trouvait un garçon, âgé de pas plus de 12 ans, acheté 3 semaines plus tôt sur un marché aux esclaves à Éphèse. On lui avait dit qu'il servirait dans la maison impériale. Les falaises se dressaient devant lui, comme des murs de prison, dentelés et impossibles à escalader. Au-dessus, perché à 200 pieds de hauteur, se tenait la villa Jovis, le palais de l'empereur Tibère. Le garçon ne le savait pas encore, mais il ne quitterait jamais cette île. Ce qui lui arriverait là-bas serait enterré sous ces falaises pendant des siècles. Tibère, Claude Néron, n'avait pas commencé comme un monstre. Lorsque Auguste le choisit comme successeur en l'an 4 de notre ère, Rome gagna un commandant militaire éprouvé. Il avait conquis la Germanie, sécurisé la frontière du Danube, et gagné le respect par la discipline plutôt que par le charisme. Son règne précoce de 14 à 26 de notre ère montra de la compétence. Le trésor s'enrichit. Les provinces restèrent stables. Le Sénat fonctionna sans perturbation majeure. Mais Tibère n'avait jamais voulu le trône. Auguste ne s'était tourné vers lui qu'après la mort de ses héritiers préférés. Cet empereur, réticent, portait du ressentiment comme une blessure qui ne guérissait jamais. Il ne faisait confiance à personne, soupçonnait tout le monde, et se retirait plus profondément en lui-même chaque année qui passait. La mort de son fils Drusus, en 23 de notre ère, brisa ce qui restait de sa retenue. Un empoisonnement fut soupçonné, mais jamais prouvé. Tibère blâma le Sénat, blâma l'aristocratie, blâma Rome elle-même. Il commença à voir de la trahison dans chaque murmure, de la conspiration dans chaque lettre. Les lois de majesté, des statuts de trahison originellement destinés à protéger l'État, devinrent des armes pour détruire quiconque questionnait son autorité. Lucius Aelius Sejanus, commandant de la garde prétorienne, vit une opportunité dans la paranoïa de l'empereur. Il nourrissait Tibère de rapports sur des complots, réels et imaginés. Des sénateurs disparurent après des conversations privées. Des chevaliers se trouvèrent accusés sur la base de rien de plus qu'une rumeur. Sejanus se positionna comme la seule personne en qui Tibère pouvait avoir confiance, le seul filtre entre l'empereur et un monde hostile. En 26 de notre ère, Tibère en eut assez. Le Sénat l'épuisait, le peuple le dégoûtait. Chaque visage à Rome semblait cacher un poignard. Alors il partit, non pour une villa d'été ou une retraite temporaire, mais de manière permanente. Il abandonna la capitale de l'Empire et se retira à Capri, une île rocheuse à 4 miles au large de la côte de Campanie. Le Sénat ne pouvait pas y croire. Un empereur qui refusait de gouverner depuis Rome. C'était sans précédent. Mais Tibère se moquait du précédent. Depuis Capri, il régnerait par des lettres et des intermédiaires. Sejanus s'occuperait de Rome. L'Empire fonctionnerait sans sa présence physique. Ce que le Sénat ne comprenait pas, ce que personne à Rome n'aurait pu prédire, c'était que Tibère ne se retirait pas simplement de la politique. Il abandonnait les dernières contraintes que la civilisation lui imposait. À Rome, les yeux étaient pris partout. Les sénateurs observaient, les citoyens colportaient des ragots. Même les murs du palais avaient des oreilles. Mais Capri offrait quelque chose que Rome ne pouvait jamais fournir, une intimité absolue. Pas de Sénat pour le juger, pas de citoyen pour être témoin de ses choix, aucune autorité morale à laquelle répondre sauf la sienne propre. Le voyage du commandant respecté au tyran isolé était complet. Et sur cette île, loin des lois et des conséquences, Tibère deviendrait quelque chose de bien pire qu'un mauvais empereur. Il deviendrait irresponsable. Capri s'élève de la mer Tyrrhénienne comme une forteresse naturelle. 4 milles de long, à peine 1 mile de large, l'île présente des falaises de calcaire abruptes sur presque tous les côtés. Il n'y a qu'un seul débarcadère sûr, Marina Grande, un petit port sur la côte nord. Toute autre approche se termine par des rochers ou des murs verticaux tombant directement dans des eaux profondes. Tibère exploita cette géographie délibérément sur l'ensemble de l'île. Il construisit 12 villas séparées. Chacune occupait une position stratégique, bords de falaises, sommets de collines, promontoires côtiers.
Les gardes pouvaient voir les vaisseaux approchant des miles avant qu'ils n'arrivent. Des feux de signalisation pouvaient communiquer entre les composés instantanément. Quiconque tentait d'atteindre l'empereur sans permission serait repéré bien avant d'accoster. La villa Jovis dominait tout. Construite à l'extrémité est de l'île, elle se situait à 1200 pieds au-dessus du niveau de la mer. Le complexe couvrait près de 23 000 pieds carrés, s'étalant sur plusieurs terrasses taillées dans le flanc de la montagne. Sur 3 côtés, le sol s'arrêtait simplement. Aucune muraille n'était nécessaire là où une chute abrupte fournissait une meilleure sécurité que n'importe quelle fortification. La conception de la villa révélait son vrai but. Des systèmes d'eau, massifs et élaborés, assuraient que le domaine pouvait survivre indéfiniment sans approvisionnement du continent. Des ailes résidentielles séparées isolaient différents groupes, quartiers de famille, chambres d'invités, logements du personnel et chambres privées accessibles seulement par des passages gardés. L'empereur pouvait se déplacer dans son palais sans jamais être vu par quiconque qu'il ne souhaitait pas rencontrer. L'entrée à la villa Jovis nécessitait de naviguer par un seul chemin escarpé. Les gardes vérifiaient chaque visiteur contre des listes approuvées. Séjanus contrôlait ces listes. Aucun sénateur, aucun magistrat, pas même les membres de la famille, ne pouvaient parler à Tibère sans permission explicite, accordée à l'avance. L'empereur s'était transformé en quelque chose d'inaccessible, un dieu caché derrière la pierre et la distance. La traversée depuis le continent renforçait cette isolation. 3 miles d'eau ouverte séparaient Capri de Sorrente. Les courants étaient imprévisibles. Les tempêtes pouvaient piéger les vaisseaux pendant des jours. Même par temps calme, les petits bateaux luttaient contre les vents canalisés à travers la baie. Pour quiconque amené sur l'île contre sa volonté, la mer devenait une barrière impossible. Nager était un suicide. Aucun bateau ne partait sans autorisation impériale. Les gardes assurèrent le respect. Des centaines d'esclaves travaillaient à l'entretien du domaine. Cuisiniers, nettoyeurs, jardiniers, bâtisseurs et serviteurs personnels. Ils vivaient dans des quartiers dédiés, construits dans les terrasses inférieures du complexe de la villa. Leurs mouvements étaient restreints, leurs interactions surveillées. Les informations ne pouvaient pas fuir si personne ne partait jamais pour les porter. À l'intérieur de la villa Jovis elle-même, certaines pièces restaient des mystères, même pour la plupart du personnel domestique. Des chambres cachées, accessibles par des portes dissimulées, des bains privés avec des entrées séparées, des ailes que les visiteurs ne voyaient jamais, où le silence était imposé absolument. La disposition de la villa créait des zones de secret croissant, chaque couche protégée par des gardes qui rapportaient directement à Séjanus ou à l'empereur lui-même. Ce n'était pas une retraite, c'était une machine conçue pour permettre le secret. Chaque choix architectural, chaque poste de garde, chaque chemin contrôlé servait un but. Créer un espace où Tibère pouvait faire tout ce qu'il souhaitait, sans témoin, sans jugement, sans conséquence. La grandeur des colonnes de marbre et des fresques peintes dissimulait la vraie fonction de la villa. C'était une cage construite par l'empereur pour emprisonner les autres. Et une fois à l'intérieur de ces murs, l'évasion devenait impossible. Les falaises, la mer et les gardes assuraient que tout ce qui se passait sur Capri restait sur Capri. Aucune voix ne porterait à travers cette eau. Aucune preuve ne survivrait. L'île garderait ses secrets. Les marchés aux esclaves romains opéraient avec une efficacité brutale. Dans les villes, à travers l'Empire, Délos, Éphèse, Alexandrie, Rome elle-même, des êtres humains étaient exposés comme du bétail. Les enfants se tenaient en rang, leur corps examiné par des acheteurs qui vérifiaient les dents, la peau et la constitution avec un détachement clinique. Des scribes documentaient chaque détail dans des listes d'inventaire, âge, origine, caractéristiques physiques, qualités spéciales. La maison impériale avait des exigences spécifiques. Des agents travaillant pour Tibère cherchaient des garçons entre 10 et 15 ans. Ils priorisaient certains traits physiques que la culture aristocratique romaine prisait. Teint plus clair, traits délicats, corps glabre, mouvements gracieux.
Ces qualités étaient décrites dans les registres d'acquisition avec une précision dérangeante. Un inventaire de la période liste un garçon comme ayant une grâce de corps agréable et note son prix de vente à 4 fois le taux standard. La géographie importée. Les esclaves de l'Orient grec, de Syrie et de parties de l'Asie mineure commandaient des prix plus élevés dans ces catégories spécifiques. La Gaule et la Germanie fournissaient différents types d'esclaves valorisés pour d'autres purposes. Pour les besoins de Tibère, les provinces orientales dominaient l'approvisionnement. L'économie était stupéfiante. Un esclave agricole typique pouvait coûter 500 deniers. Un artisan qualifié pouvait atteindre 2000. Mais les garçons correspondant aux critères impériaux se vendaient pour 6000 deniers ou plus. Pour les marchands d'esclaves, fournir la maison de l'empereur signifiait un profit énorme. Ils cherchaient activement un inventaire qui répondait à ces spécifications, parfois voyageant vers des marchés provinciaux spécifiquement pour acquérir des enfants appropriés. Tous ne venaient pas par achat. Des gouverneurs provinciaux cherchant la faveur impériale envoyèrent parfois des cadeaux à Capri. Ces enfants d'hommes libres ou de provinciaux étaient présentés comme des signes de loyauté. Jeunes serviteurs pour la maison de l'empereur. Une fois livrés, leur statut précédent devenait irrelevant. Sur Capri, aucune protection légale ne survivait au voyage. Nés libres ou esclaves, la distinction disparaissait à l'intérieur de ces murs de villa. La conquête fournissait une autre source. Lorsque les légions soumettaient une province, l'après-coup incluait toujours la prise d'esclaves. Les officiers sélectionnaient les captifs en fonction de l'âge et de l'apparence, mettant de côté certains enfants pour des marchés spécialisés plutôt que de les vendre en gros. Ces sélections n'étaient même pas aléatoires. Les officiers savaient quel type d'esclaves apportèrent des prix premium et où les vendre. Le transport des marchés orientaux vers l'Italie prenait des semaines. La flotte de Misène, la flotte navale de Rome basée à Misène près de Naples, fournissait occasionnellement des vaisseaux discrets pour des purposes impériales. Les enfants voyageaient à bord de navires bien équipés, leur voyage dissimulé sous un langage bureaucratique. Les manifestes les listaient comme serviteurs domestiques ou musiciens pour la cour impériale. La terminologie servait son but, obscurcissant leur destination réelle et leur destin. Des agents impériaux supervisèrent le processus avec un soin méticuleux. Avant le départ, les enfants sélectionnés subissaient une préparation initiale. Ils apprenaient le latin de base s'ils ne parlaient que le grec ou l'araméen. Ils recevèrent des instructions sur le comportement approprié lorsqu'ils s'adressaient à des supérieurs. Ils étaient enseignés à se déplacer silencieusement et à répondre instantanément aux commandes. Cette formation préliminaire commençait avant qu'ils ne voient jamais Capri. Les nombres sont difficiles à établir avec certitude. Un complexe de villas de la taille de Jovis requérait des centaines d'esclaves travailleurs pour les opérations de base. Parmi ceux-ci, les sources suggèrent que Tibère maintenait un groupe spécialisé plus petit pour son service personnel. Suétone indique des dizaines plutôt que des centaines. Sur les 11 années que Tibère passa sur Capri, le total atteignit probablement des dizaines, peut-être plus. Chaque garçon avait une vie avant les marchés. Une famille à Antioche, un village en Galatie, une ferme en dehors d'Éphèse. Ces vies se terminaient au moment où ils étaient vendus. Leurs noms étaient remplacés par des désignations romaines ou de simples étiquettes descriptives. Leur origine cessait d'importer sauf comme marqueur de valeur dans une transaction. Le système d'acquisition révèle quelque chose d'essentiel. Ce n'était pas une cruauté impulsive, c'était organisé, systématique, économique. Une chaîne d'approvisionnement existait pour remplir cette demande. Les marchands se spécialisaient dedans. Les agents savaient quoi chercher et où le trouver. L'argent circulait à travers le système en pattern prévisible. Des navires transportaient des enfants à travers la Méditerranée selon des horaires réguliers. La machinerie bureaucratique de l'Empire, le même système qui construisait des aqueducs et entretenait des routes, consacrait des ressources à acquérir des enfants pour la villa de l'empereur. L'opération avait une structure, une logistique et une tenue de registre. Ce qui se passa sur Capri n'était pas l'aberration d'un esprit perturbé, c'était permis par un appareil entier qui fonctionnait sans heurts, efficacement et sans hésitation morale.
Le bateau atteignit Marina Grande à l'aube. Les gardes tirèrent les enfants sur le quai, vérifiant les manifestes contre les arrivées attendues. Du port, un chemin escarpé montait vers la villa Jovis. Les garçons marchaient en file indienne, entourés d'assistants, qui parlaient un peu et n'expliquaient rien. L'ascension prenait des heures. Au moment où ils atteignaient les portes extérieures de la villa, le continent avait disparu derrière eux. À l'intérieur du complexe, ils étaient séparés immédiatement. Tous les enfants qui avaient voyagé ensemble étaient divisés, placés dans différentes sections des quartiers domestiques. Cette séparation était délibérée. Les amitiés signifiaient une loyauté envers quelqu'un d'autre que l'empereur. L'isolement empêchait les liens de se former, gardait chaque garçon dépendant uniquement de ceux qui contrôlaient sa survie. Les quartiers désignés pour leur logement occupaient une terrasse inférieure de la villa Jovis. Des pièces de pierre de 12 pieds carrés avec des fenêtres étroites face à la mer. Chaque espace tenait 4 à 6 garçons. Des paillasses de sommeil bordaient les murs. Une seule lampe à huile fournissait la lumière après le coucher du soleil. Les portes se verrouillaient de l'extérieur. La formation commençait dans les jours suivant l'arrivée. Des assistants plus âgés, des hommes esclaves qui avaient servi la maison pendant des années, conduisaient l'instruction initiale. Ils enseignaient en grec et en latin, assurant que chaque garçon comprenait indépendamment de son origine. Le curriculum couvrait d'abord les compétences pratiques. Comment se déplacer silencieusement à travers les couloirs, comment se tenir immobile pendant des heures, comment anticiper les besoins sans être demandé. Les arts de la performance venaient ensuite. Les garçons apprenaient à chanter, suivant l'instruction d'un musicien domestique. Ils pratiquaient des mouvements qui imitaient les danseurs, développant grâce et fluidité. Ils mémorisaient des vers de poésie grecque et apprenaient à les réciter avec l'emphase appropriée. Ces compétences étaient représentées comme une formation à l'amusement, une préparation pour servir lors de banquets impériaux et de rassemblements. Mais d'autres leçons révélaient des buts plus sombres. Les garçons apprenaient à lire les expressions faciales pour détecter des changements d'humeur à partir du plus petit geste. Ils étudiaient les préférences de l'empereur, ses patterns, ses déclencheurs de colère. Cette connaissance était une instruction de survie. Comprendre quand Tibère était content ou mécontent pouvait signifier la différence entre la faveur et la punition. La formation à l'obéissance était absolue. Les questions étaient interdites. L'hésitation apportait une correction immédiate. Les garçons apprenaient à répondre aux commandes instantanément, sans pensée ou résistance. Les assistants plus âgés démontraient les conséquences de l'échec. Des cicatrices sur leur dos, des doigts manquants, les expressions hantées de ceux qui avaient survécu des années dans cette maison. Le toilettage consommait des heures chaque jour. Les corps étaient huilés jusqu'à ce que la peau brille. Les cheveux étaient taillés et arrangés selon des styles spécifiques. Les ongles étaient nettoyés et limés. Les garçons étaient enseignés à se déplacer de manière qui mettait en valeur leur jeunesse, à se tenir dans des poses qui affichaient leur forme à avantage. Cette présentation n'était pas de la vanité. C'était une exigence. Les routines quotidiennes suivaient des horaires stricts. Réveil à l'aube, lavage dans l'eau froide des citernes, exercice pour maintenir la flexibilité et l'apparence. Midi apportait des sessions de formation. Les après-midi impliquaient des répétitions de quelles que soient les performances planifiées. Les soirées signifiaient la préparation pour une convocation potentielle au quartier privé de l'empereur. Une hiérarchie existait parmi les garçons. Ceux qui plaisaient à Tibère gagnaient de petits privilèges. Meilleure nourriture, couverture plus chaude, exemption de certaines tâches. Ce système créait de la compétition, empêchait la solidarité. Chaque garçon apprenait que sa survie dépendait de satisfaire les désirs de l'empereur mieux que les autres. La période de formation variait. Certains garçons étaient jugés prêts en quelques semaines, d'autres requéraient des mois avant d'être considérés suffisamment préparés. La readiness était déterminée par les assistants plus âgés qui rapportaient au lieutenant de confiance de Séjanus. Aucun garçon ne savait quand sa formation se terminerait et que son service réel commencerait. Le moment de la première présentation à Tibère venait sans avertissement.
Un garde arrivait, sélectionnait un garçon et le conduisait à travers des couloirs vers des chambres privées. La plupart des esclaves domestiques n'y entraînent jamais. Ce qui se passait lors de ces rencontres initiales n'était pas discuté. Les garçons qui revenaient ne disaient rien. Que ce soit par peur, honte ou interdiction stricte, le silence était absolu. C'était le système. Pas une cruauté chaotique, mais une exploitation organisée, affinée par la répétition, imposée par la terreur. Au moment où un garçon se tenait devant l'empereur, sa volonté avait été brisée méthodiquement, son identité effacée, son but réduit à une seule fonction, la formation transformait les enfants en instruments. Et la Villa Jovis opérait cette machinerie avec une efficacité froide. Suétone, écrivant 80 ans après la mort de Tibère, enregistra des allégations qui dérangent encore. Il affirma que l'empereur s'entourait de jeunes garçons qu'il appelait pisiculi, petits poissons. Le terme lui-même portait une signification dans la culture romaine. Il se référait à ceux qui accomplissaient des actes intimes dans des bains et des cadres privés, un euphémisme compris par quiconque familier avec les pratiques élites romaines. Selon Suétone, ces garçons étaient vérément formés pour performer pendant que Tibère se baignait. Le bain privé de l'empereur à la Villa Jovis comportait des piscines de marbre alimentées par le système de citernes complexes. Ici, loin de tout témoin, les garçons nageaient entre ses jambes, leurs actions décrites en termes qui ne laissent aucune ambiguïté sur leur but. Suétone déclare qu'ils étaient instruits à mordiller et lécher, pendant que Tibère se reposait dans l'eau. Le récit continue avec des détails encore plus dérangeants. Suétone décrit des nourrissons et des tout-petits amenés à l'empereur, leur bouche utilisée de manière qui défie toute tentative de description euphémistique. Il cadre ces pratiques comme l'invention de Tibère, des pratiques que l'empereur développa pendant ses années de pouvoir isolé sur Capri. Tacite, plus retenu dans son écriture, confirme le pattern plus large sans les détails explicites de Suétone. Dans ses annales, Tacite note que la retraite de Tibère à Capri engendra des rumeurs d'orgies secrètes et de comportements que même dans la vieillesse, il ne pouvait abandonner. Bien que Tacite évite les spécificités graphiques, il indique clairement que les contemporains croyaient que quelque chose de profondément inapproprié se passait sur cette île. Les performances s'étendaient au-delà du bain. Les banquets à la Villa Jovis devenaient des théâtres d'exploitation. Les garçons étaient affichés pendant les fêtes, vêtus de vêtements minimaux ou parfois rien du tout. Ils servaient du vin, se reposaient à côté des invités et accomplissaient des danses entre les plats. L'amusement était conçu pour brouiller les frontières, pour normaliser un comportement qui aurait été scandaleux à Rome. Des reconstitutions mythologiques fournissaient une couverture supplémentaire pour l'exploitation. Les garçons incarnaient des figures de légendes grecques, Ganymède et Zeus, Hyacinthe et Apollon, d'autres histoires où des dieux prenaient de jeunes amants mâles. Ces performances permettaient à Tibère de cadrer ses désirs en termes culturels, de présenter l'exploitation comme une expression artistique. La culture aristocratique romaine avait longtemps romantisé les pratiques grecques, et l'empereur arma cette acceptation. Les invités qui visitaient Capri, toujours sélectionnés avec soin par Séjanus, étaient témoins de ces affichages. Leur complicité était garantie par la participation. Une fois qu'ils avaient assisté à de tels amusements, ils devenaient impliqués. Tout sénateur qui critiquait plus tard l'empereur pouvait se voir rappeler sa présence à ces événements. Son silence interprété comme une approbation. La fréquence de ces activités est difficile à établir. Suétone suggère qu'elles étaient régulières, peut-être même nocturnes. Tacite implique qu'elles se produisirent tout au long de la résidence de Tibère sur Capri, mais ne spécifie pas de pattern. Ce sur quoi les deux sources s'accordent, c'est que ce n'étaient pas des incidents isolés. C'était un comportement soutenu sur des années. Les garçons qui échouaient à plaire faisaient face à des conséquences immédiates. Ceux qui résistaient, qui montraient de la réticence ou du dégoût, étaient retirés du service. Leur destin variait, mais peu d'issues étaient miséricordieuses. Certains étaient réassignés à un labeur brutal pour entretenir les terrains de la villa. D'autres disparaissaient entièrement, leur absence expliquée si quiconque osait demander. Les préférences de l'empereur évoluaient avec le temps.
Suétone suggère que tandis que Tibère vieillissait, ses demandes devenaient plus extrêmes. Ce qui avait commencé comme l'exploitation de l'adolescence s'étendit pour inclure des enfants plus jeunes, puis des nourrissons. Que cette progression soit précise ou représente le désir de Suétone de dépeindre une dépravation croissante reste débattu, mais l'allégation centrale que Tibère utilisait des garçons esclaves pour sa gratification apparaît dans de multiples sources. La question de la fiabilité des sources mérite considération. Suétone écrivit pendant le règne d'Adrien, des décennies après la mort de Tibère. Il ne fut jamais témoin de ces événements personnellement. Ses sources incluaient des mémoires perdues, des ragots de cour et des traditions orales transmises à travers des familles aristocratiques. Certains historiens arguent qu'il exagéra pour satisfaire des lecteurs avides de scandales. Pourtant, Tacite, écrivant plus tôt et plus soigneusement, confirme indépendamment l'essence des accusations. Il a peut-être évité les détails graphiques par goût plutôt que par incrédulité. D'autres références contemporaines, bien que fragmentaires, suggèrent que les Romains de la période croyaient ces histoires. Le Sénat n'enquêta jamais après la mort de Tibère. Mais l'absence d'enquête ne signifie pas l'absence de vérité. Cela peut simplement refléter que tout le monde impliqué voulait que l'affaire soit enterrée. Le contexte culturel complique la compréhension moderne. La culture aristocratique romaine acceptait certaines formes d'exploitation qui seraient criminelles selon n'importe quel standard moderne. Les individus esclaves, particulièrement les garçons, existaient dans une catégorie légale qui leur refusait l'autonomie corporelle. Ce qui se passa sur Capri n'était pas unique parce que cela se produisit, mais à cause de son échelle et de l'implication directe de l'empereur. D'autres élites romaines maintenaient des arrangements similaires. Des maisons riches gardaient de jeunes esclaves spécifiquement pour des purposes intimes. La pratique était connue, tacitement acceptée parmi l'aristocratie et rarement discutée publiquement. Le comportement de Tibère était peut-être plus extrême, plus systématique, plus isolé des contraintes sociales, mais il existait le long d'un spectre d'exploitation que la loi romaine permettait et que la culture romaine normalisait. Les garçons eux-mêmes ne laissèrent aucun enregistrement. Leurs voix sont absentes des contes historiques. Nous les connaissons seulement à travers les descriptions de leurs abuseurs et des historiens qui documentèrent ces abus. Leurs expériences individuelles, leurs souffrances, leur résistance ou leur résignation, tout cela disparut dans le silence que Capri imposait. Lucius Aelius Sejanus comprenait le pouvoir mieux que tout homme de sa génération. En tant que préfet de la garde prétorienne, il commandait la seule force armée stationnée à Rome elle-même. Lorsque Tibère se retira à Capri, en 26 de notre ère, Sejanus devint le dirigeant effectif de l'Empire. Chaque message à l'empereur passait par ses mains. Chaque visiteur de l'île requérait son approbation. Ce contrôle était absolu. Les sénateurs qui voulaient communiquer avec Tibère écrivaient d'abord des lettres à Sejanus demandant la permission d'envoyer de la correspondance. Les gouverneurs provinciaux, cherchant des conseils sur la politique, soumettaient leurs questions au préfet qui décidait lesquelles méritaient l'attention impériale. Même les membres de la famille se trouvaient sujets au contrôle de Sejanus. L'isolement de l'empereur était physique, mais Sejanus le rendait bureaucratique aussi. Le préfet utilisait cette position sans pitié. Tacite enregistre comment Sejanus interceptait des messages qui auraient pu informer Tibère de problèmes à Rome. Rapports d'agitation, plaintes sur la mauvaise conduite prétorienne, avertissements sur le pouvoir croissant de Sejanus lui-même. Ces communications n'atteignaient jamais Capri. L'empereur n'entendait que ce que son préfet voulait qu'il entende. En retour, Sejanus protégeait les secrets de Tibère. Toute rumeur sur les activités sur Capri pouvait être tracée à sa source. Ceux qui murmuraient faisaient tout face à des charges de trahison. Les lois de majesté, déjà étendues sous Tibère, devenaient des armes pour faire taire quiconque questionnait ce qui se passait sur cette île. Les sénateurs apprenaient rapidement. Spéculer sur la vie privée de l'empereur signifiait l'exil ou l'exécution. Sejanus cultivait un réseau d'informateurs à travers Rome. Des esclaves rapportaient sur leur maître, des clients trahissaient leur patron, des affranchis vendaient des informations sur des conversations domestiques. Ce système de surveillance
assurer que personne ne pouvait organiser une opposition ou répandre des histoires dommageables sans que Séjanus le sache immédiatement. Le préfet maintenait des dossiers, des documents listant qui avait dit quoi et quand. La relation entre Tibère et Séjanus était symbiotique. L'empereur avait besoin de quelqu'un en qui il pouvait avoir une confiance absolue pour gérer Rome pendant qu'il s'adonnait sur Capri. Séjanus avait besoin de l'autorité de l'empereur pour avancer ses propres ambitions. Chaque homme permettait les pires impulsions de l'autre. L'arrangement fonctionnait parfaitement jusqu'à ce qu'il ne le fasse plus. Des lettres entre eux survivent en fragments copiés par des historiens ultérieurs. La correspondance révèle comment ils coordonnaient. Tibère demandait que certains individus soient envoyés à Capri. Séjanus arrangeait le transport et assurait que le voyage reste discret. Lorsque l'empereur voulait quelqu'un éliminé, Séjanus gérait la logistique. La piste papier les connecte directement à la machinerie de l'exploitation et du meurtre. En 31 de notre ère, Séjanus avait outrepassé. Il cherchait à se marier dans la famille impériale, se positionnant comme successeur potentiel. Tibère, paranoïaque par nature, commença à recevoir des avertissements que son préfet planifiait de saisir le pouvoir. Que ces avertissements soient précis ou fabriqués par les ennemis de Séjanus reste incertain. Ce qui importe, c'est que Tibère les crut. L'empereur agit avec une impitoyabilité caractéristique. Depuis Capri, il envoya des ordres pour l'arrestation de Séjanus. Le préfet fut saisi pendant une réunion du Sénat, accusé de trahison et exécuté le même jour. Sa famille fut tuée. Ses partisans furent traqués. En quelques semaines, l'ensemble du réseau que Séjanus avait construit fut détruit. Pourtant, Tibère ne fit aucun effort pour aborder ce que Séjanus avait aidé à dissimuler. Aucune enquête n'examina les activités sur Capri. Aucune enquête ne questionna ce que le préfet avait protégé. L'empereur élimina l'homme qui en savait trop, mais il préserva le système qui avait permis son comportement. La chute de Séjanus changea tout à Rome et rien sur Capri. Le bord et de la villa Jovis se terminaient abruptement. Pas de mur, pas de balustrade, juste une chute abrupte de 1200 pieds directement vers les rochers en dessous. La mer s'écrasait contre la base, churnant une écume blanche autour du calcaire dentelé. Cette falaise avait un nom parmi les esclaves domestiques. Le sceau de Tibère. Suétone décrit la méthode d'exécution avec une clarté brutale. Lorsque quelqu'un déplaisait à l'empereur, des gardes le traînaient au bord de la falaise. Pas de procès, pas d'accusation formelle, pas d'opportunité de se défendre. Le condamné était jeté par-dessus le précipice, son corps tournoyant à travers l'air vide avant de s'écraser sur les rochers. Mais la mort de la chute n'était pas garantie. La hauteur et l'angle signifiaient que certains survivaient à l'impact initial. Brisés mais respirants. Tibère anticipait cela. Il stationnait un groupe de marins à la base de la falaise avec des instructions spécifiques. Ils attendaient dans des bateaux armés d'avirons et de crochets de bateaux. Lorsque des corps descendaient, ils les battaient jusqu'à ce que le mouvement cesse. Personne ne ramperait loin des rochers. Personne ne survivrait pour porter des récits au continent. Les victimes incluaient plus que juste des garçons qui avaient dépassé l'âge d'utilité. Quiconque apprenait trop, voyait trop, ou devenait simplement inconvénient, se trouvait au bord de cette falaise. Des esclaves domestiques qui murmuraient entre eux, des gardes qui montraient de la sympathie aux exploités, des sénateurs en visite qui posèrent des questions inconfortables. L'empereur avait découvert que la falaise résolvait tous les problèmes de manière permanente. Combien moururent de cette façon? Les sources ne fournissent aucun compte exact. Suétone suggère que c'était assez fréquent pour que la pratique devienne connue à travers la maison. Tacite la mentionne comme un fait établi. Pas un incident isolé. La cohérence des comptes à travers des sources hostiles suggère que ce n'était pas une invention, mais une réalité documentée. Les garçons emprisonnés dans la villa vivaient avec une conscience constante de la falaise. Ils pouvaient la voir depuis leur quartier. Ils entendaient les cris brefs et rapidement avalés par la distance. Ils regardaient des gardes escorter quelqu'un vers la terrasse est et savaient que cette personne ne reviendrait pas.
La falaise était à la fois un avertissement et une arme. Certaines victimes savaient que leur destin arrivait. Des garçons qui résistaient trop ouvertement, qui refusaient des commandes trop de fois, seraient marqués. Les assistants plus âgés pouvaient identifier ceux qui avaient été sélectionnés pour l'élimination. Dans les jours avant l'exécution, ces garçons seraient isolés davantage, empêchés de parler aux autres. Puis des gardes arrivaient, et la marche vers la falaise commençait. D'autres mouraient sans avertissement. Un moment de déplaisir pendant un banquet pouvait suffire. Une expression que l'empereur interprétait comme du mépris. Une hésitation à une commande. Tibère opérait sans logique prévisible. La terreur était la plus effective lorsque personne ne pouvait l'anticiper, lorsque la survie semblait entièrement dépendante de caprices incompréhensibles. Les marins en dessous devenaient des exécuteurs par assignation, pas par choix. Ils étaient des soldats suivant des ordres de leur commandant suprême, mais leur présence révèle la nature systématique de ces tueries. Ce n'était pas une violence spontanée, c'était une procédure organisée et répétée assez souvent pour requérir du personnel dédié. Aucun corps n'était récupéré par des familles. Aucun enterrement ne marquait leur mort. Aucun enregistrement ne listait leur nom. Ils disparaissaient simplement, existant un moment et effaçaient le suivant. La mer emportait ce qui restait après que les marins aient fini leur travail. Les rochers étaient lavés propres par les marées. Les preuves disparaissaient aussi complètement que les victimes elles-mêmes. La falaise existe encore aujourd'hui, accessible aux touristes qui visitent les ruines de la villa Jovis. Des plaques d'information décrivent l'histoire, habituellement dans un langage soigneusement neutre. Mais la chute reste exactement comme elle était il y a 2000 ans, et les rochers en dessous portent encore les marques des vagues constantes, usant la pierre tout comme ils détruisaient autrefois les corps jetés d'en haut. En 37 de notre ère, Tibère avait vécu sur Capri pendant 11 ans et 11 ans. Il avait 77 ans, malade et de plus en plus isolé même de sa propre maison. La cruauté énergique des années précédentes avait diminué. Que l'exploitation des garçons ait continué à la même intensité pendant ces derniers mois reste incertain. Les sources se concentrent sur sa paranoïa politique et sa santé défaillante plutôt que sur ses activités privées. En mars de cette année, Tibère quitta Capri pour le continent. Il voyagea vers une villa près de Mycène, la base navale de l'autre côté de la baie. Le voyage lui-même suggère que sa condition s'était détériorée. Il n'aurait pas quitté son île forteresse sans raison impérieuse. Dans les jours suivant son arrivée à Mycène, l'empereur s'effondra. Sa respiration devint laborieuse, la conscience s'estompa. Les circonstances exactes de sa mort restent disputées. Tacite suggère qu'il mourut naturellement, submergé par l'âge et la maladie. Suétone offre une version plus sombre que Macro, le nouveau préfet prétorien qui remplaça Séjanus, l'étouffa avec des oreillers ou ordonna que cela soit fait. Un autre conte prétend que Tibère récupéra brièvement, causant la panique parmi ceux qui l'avaient déjà déclaré mort et proclamé son successeur. Quelle que soit la vérité, Tibère mourut le 16 mars 37 de notre ère. Caligula, son petit-neveu, assuma immédiatement le pouvoir. Le jeune empereur avait passé un temps considérable sur Capri pendant la résidence de Tibère là-bas. Il savait ce qui se passait sur cette île. Il avait été témoin de l'exploitation, peut-être même participé à la culture domestique. Cette connaissance façonna sa réponse. Caligula n'ordonna aucune enquête. Aucune enquête n'examina le destin des enfants esclaves. Aucune comptabilité ne documenta combien de garçons avaient été amenés à Capri et ce qui leur était arrivé. Le nouvel empereur voulait que l'affaire entière soit enterrée, littéralement et figurativement. Son propre temps sur l'île l'avait impliqué. La révélation endommagerait sa légitimité avant que son règne ne commence. Les garçons encore vivants à la villa Jovis, lorsque Tibère mourut, faisaient face à des futurs incertains. Certains peuvent avoir été libérés, bien que cela semble improbable étant donné ce qu'ils savaient. Plus probablement, ils furent dispersés à travers d'autres propriétés impériales, réassignés à des maisons où leurs histoires ne seraient pas questionnées. Les plus dangereux, ceux qui pouvaient témoigner sur des activités spécifiques, peuvent avoir été éliminés discrètement.
Le Sénat ne fit aucune enquête formelle non plus. Les sénateurs qui avaient visité Capri, qui avaient assisté à des banquets et été témoins d'amusements, n'avaient aucun intérêt dans une investigation officielle. Leur complicité serait exposée. Mieux valait laisser l'affaire s'estomper en rumeurs et spéculations pour permettre au temps de brouiller les détails. La villa Jovis ne fut pas immédiatement abandonnée. Des empereurs subséquents l'utilisèrent occasionnellement, mais son association avec Tibère la rendait inconfortable. En quelques décennies, elle tomba en désuétude. Le complexe élaboré s'effrita lentement, ses chambres cachées et ailes privées s'effondrant en ruines. L'île revint au calme, bien que sa réputation ne se soit jamais remise. Suétone compléta les 12 Césars autour de 121 de notre ère, approximativement 80 ans après que Tibère soit mort. Il ne fut jamais témoin des événements qu'il décrivit. Ses sources incluaient des archives impériales, des mémoires perdues et des témoignages d'affranchis qui avaient servi dans diverses maisons impériales. Certains de ces informateurs étaient assez âgés pour avoir vécu pendant le règne de Tibère, ou pour avoir entendu des contes de ceux qui l'avaient aimé. La question de la fiabilité hante son travail. Suétone écrivit des biographies scandaleuses parce que les scandales vendaient des livres. Ses contes de Tibère, Caligula et Néron mettent l'accent sur la dépravation sexuelle, la cruauté et l'excès. Les critiques arguent qu'il exagéra ou même inventa des détails pour satisfaire des lecteurs avides d'histoires dérangeantes sur des tyrans. Pourtant, Tacite écrivant plus tôt et avec une plus grande retenue confirme indépendamment le pattern essentiel. Ces annales composées entre 100 et 120 de notre ère décrivent la retraite de Tibère et les rumeurs qu'elle généra. Tacite évite les spécificités graphiques, mais indique clairement que les contemporains croyaient qu'une inconduite sérieuse se produisit. Il note que l'isolement de l'empereur permit un comportement que même dans la vieillesse, il ne pouvait abandonner. Ce langage soigneusement phrasé suggère des activités que Tacite considérait trop dérangeantes ou inappropriées pour détailler explicitement. La convergence de sources hostiles ne prouve pas automatiquement l'exactitude. Tacite et Suétone appartiennent tous deux à la classe sénatoriale qui méprisait Tibère pour son expansion des lois de trahison et son mépris pour le Sénat. Leurs biais sont indéniables. Ils avaient des raisons politiques et littéraires pour dépeindre l'empereur sous le pire jour possible. Cependant, certains éléments de l'histoire sont définitivement vrais. Tibère se retira effectivement à Capri en 26 de notre ère. Il régna de là jusqu'à sa mort 11 ans plus tard. La villa Jovis existe. Ses ruines confirment les caractéristiques architecturales décrites dans les sources. La falaise est réelle, l'isolement était total. Ces faits fournissent une fondation pour les accusations. L'exploitation sexuelle des garçons esclaves n'était pas unique à Tibère. Les maisons aristocratiques romaines gardaient routinièrement de jeunes esclaves pour des purposes intimes. Des codes légaux et des références littéraires confirment que cette pratique était répandue parmi l'élite. Ce qui distingue les allégations de Capri est l'échelle et l'implication directe de l'empereur au plus haut niveau de pouvoir. L'absence d'enquête après la mort de Tibère est significative. Caligula avait toutes les raisons politiques d'exposer les crimes de son prédécesseur s'ils étaient fabriqués. Endommagé, Tibère aurait légitimé sa propre succession. Au lieu de cela, Caligula supprima l'enquête. Cela suggère qu'il y avait quelque chose de genuin à cacher, quelque chose qui impliquait d'autres encore vivants et puissants. Les allégations centrales apparaissent dans de multiples sources indépendantes, s'étalant sur des décennies. Les détails varient, mais la revendication fondamentale reste cohérente. Tibère exploita des garçons esclaves sur Capri, de manière qui choquèrent même des Romains accoutumés à une cruauté institutionnalisée. Les actes spécifiques que Suétone décrit peuvent être embellis, les nombres peuvent être gonflés, mais la réalité sous-jacente semble avoir une base dans des faits documentés. Nous sommes laissés avec des sources qui sont biaisées mais convergentes, des accusations qui sont dérangeantes mais cohérentes, et un contexte historique qui rendait un tel comportement entièrement possible dans les cadres légaux et culturels romains. Une certitude parfaite est impossible, mais le poids des preuves suggère que quelque chose de terrible se passa sur cette île. Pas un seul nom ne survit.
Pas un seul garçon qui souffrit sur Capri ne laissa un enregistrement que nous pouvons lire. Aucune inscription ne marque leur tombe, parce qu'ils n'ont pas de tombe. Aucune famille n'enregistra leur mort, parce que personne n'avisa leur famille. Ils existaient dans des documents officiels, seulement comme inventaire, comme propriété transférée d'un registre à un autre. Nous ne pouvons pas savoir précisément combien. Les sources suggèrent des dizaines sur 11 ans, peut-être plus. Des garçons arrivaient régulièrement, amenés par des agents impériaux de marché à travers la Méditerranée orientale. Ils disparaissaient dans la villa, leur destin scellé par la géographie et un pouvoir absolu. Certains moururent sur Capri, leurs corps jetés des falaises ou enterrés dans des endroits non marqués. D'autres peuvent avoir survécu assez longtemps pour être transférés ailleurs lorsque Tibère mourut, dispersés à travers l'Empire pour assurer leur silence. C'étaient de vrais enfants. Chacun avait une vie avant les marchés aux esclaves, une mère qui l'allaita, une langue qu'il parla en premier, un village ou une ville où il joua. Ces vies se terminaient au moment où ils étaient vendus et désignés pour le service impérial. Leurs enfances devenaient des marchandises, leurs corps réduits à des instruments pour le plaisir d'un homme. L'horreur fondamentale réside dans le différentiel de pouvoir absolu. Tibère commandait des légions, contrôlait le trésor, pouvait exécuter quiconque d'un mot. Ces garçons ne possédaient rien, pas même eux-mêmes. Entre eux existait le plus grand déséquilibre de pouvoir possible, et Capri enlevait même les contraintes minimales que la société romaine imposait. Ce n'était pas la seule telle atrocité de l'histoire ancienne. L'Empire de Rome était construit sur une exploitation systématique. Des millions vivaient et mouraient en servitude. Mais ce cas spécifique endure parce qu'il se passa au sommet du pouvoir, parce qu'il était si méthodiquement organisé et parce qu'il impliquait l'abus délibéré des plus vulnérables. Les falaises de Capri s'élèvent encore de la mer Tyrrhénienne. Les touristes visitent les ruines de la villa, prenant des photographies contre des vues spectaculaires. L'île est belle, l'eau impossible bleue, l'air méditerranéen parfait. Rien de visible ne suggère la souffrance que ces pierres ont vue, mais les rochers se souviennent. La mer qui emporta des corps brisés s'écrase encore contre la base de ces falaises, et quelque part, sous ces vagues, reposent les tombes non marquées d'enfants dont les noms nous ne connaîtrons jamais.